Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur d'Eco. Il vient d'être sacré meilleur burger de Paris par la team Très Très Bon. Générique. Hello Mathias, Salut Léo, comment ça va? ça va bien. Écoute, merci à toi de nous rejoindre sur le plateau de Tomorrow Food. On est ravis de t'accueillir, d'autant plus que au moment où on se parle, tu viens de recevoir la consécration ultime, le sacre meilleur burger de Paris selon la team Très Très Bon pour ton Smash Burger chez Eco. Je suis très content de ce prix. J'imagine que ça a dû faire bouger pas mal de trucs, mais on va en parler tout à l'heure plus dans le détail. Si tu veux bien, on revient directement sur les quelques dates clés qui ont fait ton parcours et qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. On fait un petit retour en arrière en 2007, pardon, et non pas en 2017. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passait à cette époque-là pour toi? Je venais de finir ma 4e année d'école de commerce à Paris et ma 3e année, j'étais déjà parti aux États-Unis, dans le Missouri et à New York. Et j'avais très envie de repartir. Et donc, en fait, j'ai fait une année d'études à Los Angeles que je connaissais très mal. J'étais allé une fois avec mes parents en vacances. Et donc, j'ai intégré UCLA où j'ai fait une année de marketing là-bas. Et donc, j'ai découvert Los Angeles et je suis complètement tombé amoureux de cette ville. Et j'y suis retourné depuis à peu près tous les ans. Et c'est devenu un peu une obsession, d'où après l'ouverture de Eco qui est un peu liée à la ville de Los Angeles. Et tu t'es jamais dit je veux aller y vivre? Si, je me le dis encore tous les jours. Okay. Ouais, non, en fait, quand j'ai ouvert Eco, je me suis dit, mon rêve à 4 ou 5 ans, ce serait pourquoi pas d'ouvrir un resto là-bas. Après, je pense que la compétition est quand même assez rude. Donc voilà, mais oui, j'en rêve tous les jours de retourner là-bas. Ma vie idéale, ça serait de faire 8 mois à Los Angeles et 4 mois à Paris. On te le souhaite. On te le souhaite. Merci. Tu finis tes études, tu découvres Los Angeles et ensuite tu commences une carrière dans le poker. Voilà, extrêmement pratique. C'est totalement lié à la restauration, le poker finalement. Complètement. Non, je jouais pas mal au poker et j'avais fait un stage chez Ubisoft dans les jeux vidéo, donc je recherchais pour mon premier emploi. Et là, il y a une offre chez BetClick à Londres, donc j'ai intégré l'équipe de BetClick pour le poker. J'ai fait 2 ans là-bas. Et puis après, il y avait l'ouverture du marché en France, officielle. Et donc là, j'ai bougé. J'ai commencé à travailler chez PokerStars, qui est le numéro 1 mondial. Donc j'ai passé une année à l'île de Man. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite île entre l'Angleterre et l'Irlande. 60 000 habitants, pas mal de moutons, et puis à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et PokerStars, avec un énorme siège, un peu une sorte de paradis un peu fiscal, on va dire. Et donc j'ai passé 1 an là-bas. Il montait aussi une antenne à Paris, justement. Et donc, au bout d'1 an, j'ai intégré l'équipe parisienne et j'ai passé 5 ans à Paris chez PokerStars. Voilà, donc 8 ans au total dans le poker. Et dans cette histoire de poker, quelle place a la restauration? Est-ce que c'est un truc que tu as toujours voulu faire ou c'est venu sur le tard? C'est vraiment venu peu à peu. Je vous avoue qu'avant l'ouverture de Eco, je n'avais pas travaillé dans un restaurant, même pas 1 minute, même pas serveur ou quoi que ce soit. C'est juste que depuis que j'avais 17-18 ans, à chaque fois que je partais en voyage, je regardais toujours les adresses des restos. Et voilà, et en fait, mes itinéraires de voyage, c'était un peu en fonction des restos. Et mes potes, mes parents, ça les rendait dingues parce que on pouvait conduire 45 minutes juste pour aller dans un resto et faire 1 heure de queue. Voilà, donc c'est vraiment venu au fur et à mesure. Et puis voilà, après 8 ans dans le poker, je commençais un peu à en avoir marre. Et donc voilà, ça arrivait dans ma tête. Je me suis dit, j'aimerais bien ouvrir un resto à Paris. Et comme j'avais pris, à chaque fois que j'allais à Los Angeles, je prenais une claque à chaque fois que j'allais dans des nouveaux concepts. Je me suis dit, ok, je pense qu'il y a un truc à faire à Paris, surtout sur le petit-déj, où je trouvais que l'offre était quand même assez limitée. Voilà. Donc voilà, c'est parti de là. Puis c'est quand même un pari d'aller chercher de l'inspiration à Los Angeles pour ouvrir un resto à Paris, pour le coup. Ville de la gastronomie française, ville où certaines cultures sont pas forcément bien vues. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question, où tu t'es dit non, ce que je vois là-bas, je veux le ramener ici et je suis sûr que ça va fonctionner? Moi, je me suis pas posé la question. Par contre, les gens dans mon entourage se sont posé la question. Et donc, ça a duré pendant 1 an comme ça, pendant que je montais le projet. J'avais vu quelques chefs français pour leur parler un peu de mon concept, mais j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas exactement ce que je recherchais, ce qu'il y avait là-bas en fait.
et en quoi la cuisine californienne était vraiment différente de la cuisine française et en quoi c'était plus intéressant. Et donc voilà. Ok, et donc ça nous amène donc le départ de ton projet en janvier 2017. Se passe une année où j'imagine que tout le processus d'ouverture de l'établissement pour nous amener à l'ouverture officielle qui est en janvier 2018, c'est ça? Exactement. Donc en fait, PokerStar fait fait un licenciement économique pour tous les salariés qui étaient à Paris. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Donc, ça m'a permis un petit peu d'avoir le temps, surtout financièrement, de pouvoir mettre en place mon projet. Donc, entre janvier et juillet, donc, j'étais à la recherche d'un local. J'avais commencé un petit peu déjà à travailler avec Anna Polanski qui avait fondé MP Shift, qui est une agence de brand design. Elle faisait aussi de la déco d'intérieur, du RP, etc. Pour leur parler un peu de mon concept, de ce que je voulais faire à Paris. Donc elles m'ont dit franchement c'est une super idée, donc ça m'a rassuré parce qu'elles avaient bossé dans la restauration depuis énormément d'années. Voilà, donc j'ai commencé à bosser avec elles pour le branding. J'ai commencé à bosser avec Florian Poisson, qui est un consultant dans la restauration à Paris. On te salue Florian, j'espère que tout va bien. Qui a été, il m'a énormément aidé pour la recherche du local, pour toutes les questions un petit peu opérationnelles, comment monter une cuisine, pour que ça soit fonctionnel. Donc voilà. Et donc ça voilà. Après, il y a eu la recherche du local, donc ça a pris 6 mois. Je l'ai trouvé à peu près au mois de juillet. Et entre-temps, je cherchais un chef. Que j'ai trouvé finalement à Los Angeles. Donc la chef qui s'appelle toujours Meilea Weger, qui avait travaillé pendant 2 ans en tant que sous-chef à l'ouverture de Justa, qui est un deli à Los Angeles que j'adorais. Il y avait vraiment 2 endroits que j'adorais à Los Angeles, c'était Justa et Squirrel, Squirrel est vraiment spécialisé dans le petit déjeuner. Donc voilà, donc je suis rentré en contact avec elle grâce à LinkedIn en fait. J'avais écrit Justa et puis j'avais vu qu'elle avait bossé là-bas, je l'ai contactée. Aussi simplement que ça. Aussi simplement, ouais, parce qu'au final, je regardais à Paris. Ma femme m'a dit, vas-y, va prendre quelqu'un à LA. Donc voilà, je fais ok, je vais écrire Justa, on va voir comment ça se passe. Et donc voilà, donc on a discuté sur Skype pendant 2 heures. Je lui ai parlé de mon projet. Elle avait un petit peu envie d'une nouvelle expérience hors des États-Unis. Donc voilà, donc on a continué à travailler ensemble pendant 6 mois un petit peu sur la carte. J'avais toujours pas de local, etc. Donc voilà, après elle m'a commencé à me mettre un petit peu un coup de pression parce qu'il fallait que je trouve un local assez rapidement, sinon elle allait partir sur un autre projet. J'ai eu de la chance, donc j'ai trouvé un local dans le Sentier, à Paris. Donc voilà, donc j'ai signé le local. Après, je suis parti à Los Angeles pendant 1 mois pour les vacances. Et donc c'est là où j'ai vraiment rencontré en fait Meilea. Oui, parce que jusqu'à présent, tu ne l'avais jamais physiquement rencontré, quoi. Je l'avais vu rapidement à LA au mois de mars, parce que j'étais allé jouer au poker à Vegas avec des potes, et donc j'avais fait un petit aller-retour en avion juste pour la rencontrer. C'est quand même très classe. Tu as été jouer au poker avec des potes à Vegas. C'est quand même classe. Donc je l'avais rencontré 1 heure, mais voilà, on avait juste discuté rapidement. Et donc là, je signe le local, et donc j'arrive au mois de juillet là-bas, et donc là, je dois tester un petit peu ce qu'elle fait, sa bouffe, quoi. Et verdict. Et verdict, avant d'y aller, en fait, je me rends compte en fait de l'importance de ce rendez-vous parce que j'avais déjà mis tout mon argent et donc j'étais un peu stressé. Et le verdict était incroyable. J'ai été juste bluffé. Je suis resté 1 heure chez elle. Elle nous a fait 5-6 plats. Je suis ressorti et on s'est dit entre guillemets jackpot. Magnifique. Du coup, est-ce que tu peux nous parler simplement de cette fameuse cuisine, comment elle se constitue? Tu parles du petit déjeuner. Est-ce que c'est des pancakes? Parle-nous un petit peu de la cuisine qui a fait le début d'Echo. J'aime pas le mot fusion que tu n'as pas employé, mais c'est vrai que c'est un peu la cuisine de Los Angeles. En fait, c'est vraiment un mix de toutes les communautés qu'il y a à Los Angeles, à savoir surtout une communauté mexicaine, asiatique, etc. Donc c'est vraiment un mix d'influences. Après, c'est une offre qui reste assez saine, mais pas chiante. Voilà. C'est juste, ça reste gourmand. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et il y a surtout une offre salée au petit-déj qui m'a rendu complètement dingue là-bas et que je ne retrouvais pas du tout à Paris. Il y avait de l'offre sucrée
classique, pancakes avec le bacon et des œufs, top. Mais je trouvais que c'est justement ce qui manquait un peu à Paris. Il y avait eu Café Oberkampf, je salue Guy, que j'adore, qui avait commencé à faire des plats salés assez intéressants. J'avais vraiment adoré ce qu'il faisait. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai voulu apporter. Et il y avait un autre truc, en fait, c'était ce que je voyais à Paris, c'était soit des pancakes, soit une offre ultra healthy, acai bowl, etc. pour le petit-déj. Ce qui est, on va dire, assez bloquant, je trouve, pour les mecs de temps en temps. Et c'est vrai qu'on se retrouvait souvent avec ma femme où elle voulait manger un truc sain, moi j'avais pas envie, et donc en fait on n'arrivait jamais à se décider sur un resto. Et donc je voulais un peu casser cette barrière et que voilà, un groupe de 6 ou 8 viennent chez Echo et tout le monde puisse y trouver son compte. En fait. Voilà. Donc on a mis ça en place. Et je voulais surtout, pour le petit-déj, ce qui est assez rare aussi à Paris, avoir une carte très large, avoir beaucoup de plats. Parce que bon, après, j'ai un petit peu regretté pour en reparler. Mais voilà, je voulais quand même une carte très vaste avec énormément d'options différentes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance en ce moment à entendre le terme carte courte, carte de saison, juste 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Mais c'est vachement intéressant. En tout cas, que tu l'aies voulu. C'est juste que j'avais pas les pieds à l'intérieur dans l'opérationnel, et après on se rend compte un petit peu des difficultés et surtout des difficultés financières avec la masse salariale. Voilà, justement, venons-y. Janvier 2018, ça ouvre. Comment ça se passe les premières semaines? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les clients sont au rendez-vous? Est-ce que tu étais attendu ou pas du tout? Ça a été une folie. On a ouvert le 17 janvier, le fin décembre ou début janvier, il y a un article dans le Vogue sur les 5 adresses qu'on attend en 2020, et j'étais numéro 1. Donc ça a mis un sacré buzz, surtout que j'avais fait venir Meilea qui avait travaillé chez Justa, donc on a communiqué vachement autour d'elle et autour de Justa, donc tous les foodies parisiens qui connaissaient bien l'adresse. Ça a intéressé quand même pas mal de monde. Et donc, l'ouverture, on était blindés. J'étais ravi. Après, il y a 2 approches, je pense, quand on ouvre un resto, surtout pour la première fois. C'est, soit on y va, entre guillemets, par la petite porte, on ne dépense pas trop d'argent et on va monter progressivement. Moi, j'avais les capacités financières de pouvoir investir, et surtout, en fait, je voulais pas perdre de temps. Je me suis pas dit, ok, je peux pas attendre 2-3 ans pour que ça prenne. En fait, il faut que on va faire les choses bien dès le début. Il faut que ça prenne tout de suite. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un consultant, j'ai pris une bonne agence à New York, j'ai pris une bonne chef. Donc voilà, j'ai essayé de mettre toutes les cartes de mon côté pour pas me planter, parce que j'avais 0 expérience dans la restauration en fait. Donc il fallait que je m'entoure du mieux possible. C'est l'agence de New York qui a aussi fait un peu de RP ou pas du tout? Ouais, j'ai demandé. Elles aiment pas trop faire ça, mais elles l'ont fait pour moi. Elles m'ont aidé. Ouais. Surtout, en fait, leur méthodologie, c'était plutôt de m'apprendre à faire mes RP moi-même, en fait. Donc, au début, on a travaillé un peu sur comment envoyer des mails aux journalistes. Elles en ont fait 1 ou 2, et après, elles suivaient plutôt moi ce que je faisais et comment individualiser les emails, etc. Donc, on a fait ça pendant 1 mois, ouais. Et on a eu énormément d'articles. Donc ça, c'était top. Le lancement a été très bien réussi, ouais. Et du coup, la food, ça suivait? La food, c'est-à-dire je veux dire, ce qui sortait de la cuisine, le staff a réussi c'était incroyable. Déjà, il y avait Meilea qui était là. On a réussi à recruter une super sous-chef, Sonia Guerrero, qui est maintenant chef chez Echo, qui travaillait avant au Frenchy, et qui, surtout, sa spécificité, et c'est très rare dans ce milieu, c'est d'avoir... Elle a une formation de chef pâtissière à la base. Voilà, mais elle est très très forte sur le salé, surtout d'un point de vue technique. Donc ça me permet. Mais Iléa supportait pas tout ce qui était sucré, donc ça me permettait. En fait, j'avais l'impression d'avoir 2 chefs au restaurant. La combinaison parfaite. La combinaison était juste parfaite. Maintenant, quand j'y repense après 2 ans, je me dis que j'avais une équipe au lancement. On aurait pu avoir un resto beaucoup plus gros dès le départ. J'avais vraiment une all-star team, quoi, si je puis dire. Voilà. Écoute, tant mieux. Hein. Vaut mieux ça plutôt que l'inverse. Ouais, bien sûr. Se passent du coup les 2 premières années. Qu'est-ce qui ressort? On discutait un peu avant l'interview. Le soir, quels sont tes temps forts de consommation? Donc moi j'ai décidé, ce qui je pense a été ma plus grande erreur, c'est d'ouvrir que pour le petit-déj et le déjeuner. Parce que déjà c'était ce qui m'intéressait le plus. Je pense que c'est là où il y avait une opportunité, surtout sur le marché parisien. Il y a quand même énormément de restos du soir.
Et j'avais aussi envie d'avoir un cadre de vie à peu près normal et pouvoir être, parce que je venais d'avoir un enfant, donc voilà. Donc au début, petit-déj, déjeuner. Donc voilà. Et puis après 8 mois, en fait, je me rends compte que malgré le succès, mon affaire est pas rentable, que je peux pas me payer. Alors que je travaille tous les jours là-bas. Heureusement, j'avais le chômage pendant 2 ans. Et donc, voilà. Et il fallait que je me développe. Et donc, une des idées, surtout que j'avais quand même des chefs qui avaient un très très bon niveau pour une offre de petit-déj, de se dire, OK, on va ouvrir le soir. Donc, au bout de 8 mois, j'ai décidé d'ouvrir le soir avec une carte, avec des petites, pas des tapas, mais plein de petites assiettes avec du vin nature, etc. On a essayé de faire ça pendant 4 mois et ça n'a pas vraiment pris. Je pense pas que c'était la qualité de la nourriture. Je pense surtout que c'était dû au fait que dans la tête des gens, Echo c'était considéré comme un endroit de petit déj et de déj. Ce que je peux comprendre. J'ai pas envie d'aller prendre des pancakes dans un endroit où je vais mettre une caisse. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une question de lecture. Exactement. La déco, ouais, je pense que voilà, quand tu vois une grosse station de barista avec une machine à café, c'est compliqué pour l'atmosphère. Donc voilà, donc on a décidé d'arrêter ça. Et donc après, la question, c'était comment je fais pour être rentable et que je puisse me payer. Donc une des premières décisions, ça a été, on a pris la décision en commun avec Meilea, c'est qu'elle voulait ouvrir un restaurant aux États-Unis. Donc elle est partie, elle a ouvert son resto à Nashville qui s'appelle Lou, qui cartonne. Donc félicitations. Voilà. Et puis après, une de mes erreurs, et Florian m'avait vivement conseillé de ne pas faire ça, je voulais faire un peu une sorte de délit. Donc on avait un énorme bar, on faisait des salades et des tartines, etc. Et les gens commandaient au comptoir. J'avais encore cette vision un peu de LA où tu sais, les restos font 300 mètres carrés, t'es bien, t'es à l'aise. En plus, c'est top parce que le tien, il fait vraiment 300 mètres carrés. Pas du tout. Et en fait, le mètre carré à Paris dans un resto, c'est de l'argent en fait. C'est de la rentabilité. C'est de la rentabilité. Donc là, c'est le deuxième été, je décide de casser le bar en fait, d'enlever tout ce bar à salade, etc. Et puis juste pour rajouter 7 ou 8 couverts. Et en fait, ces 7 ou 8 couverts, c'est ce qui me paye mon salaire aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de te dire, t'as bien fait de le faire. Ouais, je pense qu'à 6 mois ou 8 mois près, ça aurait été vraiment très compliqué financièrement pour moi. Donc, je l'ai fait trop tard, je l'ai fait 1 an trop tard, mais tu l'as fait quand même. Voilà, je l'ai fait quand même. Ok. Ce qui va nous permettre d'arriver gentiment mais sûrement vers la période la plus, j'ai même pas de mots à mettre derrière la plus, mais donc tu prends, on a 2018, 2019, l'année 2019 se termine. Déjà un contexte un peu particulier, les gilets jaunes en amont, les grèves. J'imagine qu'à Sentier, tu as quand même senti un petit peu disons le contexte ou pas trop. Honnêtement, pas trop, parce que il y avait, je m'étais mis sur des services des plateformes de livraison. Et c'est vrai que pendant la période des gilets jaunes, donc les samedis ou les dimanches, j'arrivais quand même à compenser mon chiffre grâce aux plateformes de livraison. Donc moi, je l'ai pas trop senti. Après, je sais pas pour ceux qui étaient ouverts le soir, mais moi, honnêtement, il y avait peut-être une baisse de 10-15%, voilà, qui était un peu difficile, mais ça a été plus dur au mois de décembre. Le mois de décembre 2019, avec les grèves, ça a été dur. Là, franchement, on a senti une vraie baisse. Et gentiment mais sûrement, on va arriver là du coup à mi-mars 2020, mi-mars de cette année. L'État nous annonce que la France entière va être confinée, que ton établissement va fermer. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as appris ça, Mathias ? J'ai juste flippé en fait. J'ai littéralement flippé. On était ouvert le samedi, donc on a fini notre service. On avait encore plein de cams dans la chambre froide, donc les règles n'étaient pas encore extrêmement claires sur ce qu'il fallait faire. J'avais juste la pression de ma femme qui ne voulait absolument pas passer son confinement à Paris. À Paris, ouais. Voilà, ce que je peux comprendre. Donc dimanche, on décide d'ouvrir avec juste 2 personnes en cuisine et de vendre un maximum sur Deliveroo et sur Uber Eats. Et puis après, fin de journée, malheureusement, on doit acheter de la nourriture, on range tout.
J'étais assez bizarrement, non normal, mais quand j'ai fermé le resto, j'étais vraiment triste quoi. J'ai un peu flippé parce qu'on savait pas du tout ce qui nous attendait. Donc ça c'était le dimanche. Le lundi, on me prête une petite Fiat 500. Je descends dans le sud en speed parce que je sentais qu'ils allaient tout fermer. Donc on part le lundi. Je fais 12 heures de route. Donc je vais dans le sud de la France. Et puis après, le mercredi matin, je me réveille avec un mal de crâne monstrueux. Et donc, en fait, j'avais attrapé le Covid. Voilà. Top. Donc, j'ai été vraiment pas bien pendant une semaine. Donc voilà. Et puis, voilà, au bout de 2-3 semaines, tout est revenu à peu près à la normale. Voilà. Je suis resté dans le sud jusqu'à début mai. Ok. Et du coup, tes équipes, ça va, ça a été? Vous restiez en contact pendant le premier confinement? Ouais, on est resté en contact. J'essaie de savoir si tout allait bien pour eux, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, surtout que la plupart étaient restés à Paris, qu'ils n'avaient pas des grands apparts et tout, donc ça devait être... En plus de ce qu'on m'avait dit, c'est que l'ambiance à Paris était vraiment très très spéciale. J'étais là, c'était chelou. C'était chelou. Donc voilà, moi j'étais... Tu voyais des mecs avec des casques de moto et des gants au supermarché. Ouais. C'était pas mal. Voilà, on va dire que malgré que j'ai eu le Covid, j'étais quand même plutôt bien loti. Donc voilà, on est resté en contact. Après, moi, on n'avait vraiment aucune information sur les aides financières, etc. Donc j'étais vraiment en stress et j'essayais de réfléchir. Toutes les semaines, j'étais là, il faut qu'on rentre à Paris, il faut que je réouvre. Surtout après, j'entendais des restaurateurs qui disaient que la livraison cartonnait, d'autres qui disaient que c'était l'enfer, etc. Voilà, ma femme me disait non, je peux pas rester 2 mois comme ça enfermé dans un appartement à Paris avec la petite, je vais devenir dingue et tout. Donc on a décidé de rester là-bas. On a commencé à bosser avec l'équipe, on se faisait des réunions sur Zoom, le fameux Zoom que je n'ai plus jamais utilisé depuis la fin du confinement, pour travailler sur la carte, sur une nouvelle carte et qu'est-ce qu'on allait faire, les différentes options. Et donc on a décidé de réouvrir, je crois le 8 mai. Voilà. Et juste là, dans ce contexte-là, quand tu as souhaité retravailler la carte, tu cherchais à produire une carte que tu vas pouvoir vendre uniquement à emporter en livraison, ou tu avais une réflexion au global sur l'offre chez Eco? Non, c'était vraiment juste... c'était juste réduire en fait la carte pour essayer d'avoir un peu moins de cuistot en cuisine, parce que je pense que pour une offre de petit-déj, on a vraiment une offre assez complexe qui demande beaucoup de mains et des gens qui ont un certain niveau en cuisine. Donc voilà, c'est juste moi. Après, mes plats à la base, ils sont adaptés pour la livraison et à emporter. Ça se maintient bien quand on les envoie. Donc c'était juste un petit peu réduire la carte, essayer de trouver les plats qui se vendent le mieux. Et puis essayer de trouver peut-être un petit truc qui ferait la différence, un produit qui ferait un peu la diff, quoi. Et du coup, ce produit, c'était quoi? Le Smash Burger, évidemment. Voilà. Ce qui est quand même assez dingue. Tu te dis, des restos de burgers, ça fait quoi? 10 ans, allez, peut-être même 12 ans que l'essor du burger est revenu en France. Tu te dis, il y a un moment, c'est pas possible, tu peux pas le réinventer. Il y a du pain, de la viande, quelques ingrédients, puis du pain. Et finalement, arrive en France le Smash Burger. Toi, a priori, t'en avais déjà entendu parler en amont. Et donc, tu te dis, OK, on va essayer de lancer ça chez Eco, c'est ça? Exactement. En fait, on avait... avec Meïla et Sonia, on avait commencé à faire des smash, mais je ne savais pas du tout que c'était aussi hype, tu vois, aux États-Unis. On avait fait ça en septembre 2018, donc après 8 mois. J'avais commandé Meïla m'a dit des smash avec des Martins Potato Rolls. C'est les buns qui sont utilisés par Shake Shack. Donc si tu veux qu'on fasse des smash, il faut un bon bun, quoi. Donc j'en ai commandé sur Amazon, ça m'a coûté un bras, c'était genre 1 euro le bun, c'était genre ridicule. Ils sont arrivés à la mauvaise taille. Apparemment, les sliders, que je ne savais pas, c'est des petits buns pour les barbecues. Donc voilà, on a vendu un peu d'une sorte de mini burger. On a appelé ça Squish Burger et pas Smash. On a vendu ça pendant 1 mois. Les gens qui le mangeaient trouvaient ça délicieux, mais j'ai pas plus communiqué que ça. Je me suis pas en fait rendu compte du potentiel. Du potentiel. Donc voilà, après Dumbo est arrivé, ils ont lancé leur truc, ça a cartonné. Le burger est tout à fait délicieux, donc il n'y a rien à dire là-dessus.
Et puis, voilà, moi j'avais toujours cette idée un peu en tête, j'aimerais bien faire quand même un burger, etc. Un bon burger, mais j'arrive pas à avoir... A priori, même un très très bon burger. Mais j'arrive pas à avoir ces Martins, comment je peux faire pour avoir ces Martins? J'avais réussi enfin à trouver la technique pour les avoir, ce qui n'était pas si compliqué que ça au final. Et donc en fait, je m'étais dit, bah vas-y, on va réouvrir le soir. Et on va faire smash burger et vin nature. Parce que c'est ce que j'aime bien, moi, manger le soir. Donc voilà. Généralement, fonctionne assez bien. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Et donc voilà. Donc j'avais préparé tout un plan de com, justement, encore avec Anna Polanski, pour lancer le soir à nouveau. Donc ça devait arriver fin mars. Et entre-temps, il y a eu le confinement. Donc voilà. Donc après, on a attendu la fin du confinement. Et donc on a décidé de lancer le burger. Donc directement en livraison d'abord. Directement en livraison et en takeaway. Et ça a tout de suite quand même fait un bon buzz. Y a Mina de Très Très Bon qui l'a goûté le premier jour. Elle l'a trouvé incroyable. Donc elle a posté et après ça a commencé déjà à buzzer. Et la magie des réseaux sociaux a fait son travail. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà. Donc après, on a décidé d'ouvrir le soir smash burger et vin. On avait la terrasse et tout. Donc on a fait ça à partir de mi-juin. On a fait un des premiers events. On a fait avec Alexa Duchesne qui est venue. On a fait 2 soirs. On a fait 80 couverts chaque soirée. C'était super. Et puis voilà. Après, ça a pris du temps. Tu vois, genre mois de juin, mois de juillet, c'était assez calme. Et mois d'août, ça allait. Mois de septembre, ça commençait à prendre. Tu sentais que ça prenait, voilà. Après, c'était vraiment, moi, essayer de mettre la pression sur mon équipe en leur disant, il faut y croire, ça va prendre. Oui, on n'a pas le même nombre de clients que le matin et le déj, mais c'est quelque chose de nouveau. Il faut prendre le temps, en fait. Et il faut y croire. Donc voilà. Et après, vraiment, début octobre, les 15 premiers jours d'octobre, ça a commencé vraiment, vraiment à super bien marcher. Donc après, il y a on en reparle. Il y a le deuxième confinement, ça m'a tué, en fait. Ça m'a tué psychologiquement, en fait. Et juste du coup, si on revient au moment de la réouverture, en tout cas avec le nouveau protocole sanitaire et les fameuses terrasses Hidalgo, pour toi, ça a été un vrai plus, le fait d'avoir... Enfin déjà, est-ce que tu as eu une terrasse supplémentaire chez Eco? Moi, j'avais pas de terrasse à la base, ouais. parce que le trottoir est trop petit. Par contre, ça fait 2 ans que je suis là, je regarde cette énorme place qui est en face de chez moi et qui est incroyable. J'avais fait des demandes à la mairie, mais ils disaient que c'était dangereux parce qu'il fallait traverser, etc. Donc là, le terrasse autorisée. Donc en fait, je prends le resto qui est en face. Normalement, là, il y a un hôtel qui va ouvrir qui s'appelle l'Hôtel du Sentier, qui va être absolument top. Entre-temps, en tout cas, le restaurant était fermé, donc j'avais toute la place pour moi. Donc j'ai commencé j'ai mis énormément de tables. J'avais mis les tables et les chaises quechua là, qui ont commencé à peser genre de fou dans les cités apparemment. J'avais vu des articles là-dessus. Exact. C'est devenu un objet iconique. Exactement. Ouais. Donc moi j'ai lancé ça en juin. J'avais eu en fait l'idée parce que j'étais allé au Texas manger du barbecue chez Franklin's et les mecs en fait ils restaient, ils faisaient la queue genre 5 heures pour manger leur viande. Et pour manger sur ces fameuses chaises de camping. Et donc en attendant dans la ligne d'attente ils avaient tous leurs chaises de camping, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, ça va être un bon délire, on va faire ça va être sympa et tout. J'en parle un peu à des amis, ça va être marrant. Donc en fait, j'ai acheté plein de chaises et de tables et on s'est mis sur la place. Et pour être honnête, pour moi, en fait, j'ai l'impression que cette période de Covid est plutôt positive, ouais, parce que voilà, j'ai fait un chiffre d'affaires cet été que j'avais jamais fait auparavant, parce que je passais en fait de 35 couverts à genre 60-70 quoi. Donc ça a été très bénéfique pour moi. J'ai fait un super été. Bah tant mieux, heureusement. Enfin, j'ai envie de te dire heureusement qu'il y en a qui. Non, mais après c'est vrai qu'il y en a qui sont chanceux, d'autres malchanceux. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu une opportunité, cette place en face de chez toi. Ça aurait été trop con de continuer à la regarder sans essayer de l'exploiter, surtout avec les terrasses Hidalgo. Ok, donc un été où tu t'en sors, en tout cas, il y a du monde au rendez-vous, la terrasse vit, l'établissement vit. Tu nous parles du coup du soir qui petit à petit prend. Comment tu t'es organisé avec les équipes? Parce que de passer c'est presque une ouverture en continu finalement, parce que toi, ton service du matin, il est relativement long. On ouvre le matin, on est ouvert 7-7, de 9h à 14h45. Donc ouais, c'est un service en continu pour les équipes, parce qu'ils arrivent à 7h30, ils partent à 16h30, 17h. Donc j'ai dû constituer une nouvelle équipe du soir, ce qui a toujours un peu, ça a créé un peu. On les connaît. Ouais, voilà. Les gens aussi. C'est vrai que les cuisiniers qui viennent chez Eco,
ils viennent aussi du fait qu'ils vont pas avoir travaillé le soir. C'est quand même un planning qui est assez agréable dans la restauration. Donc en fait, j'ai créé une nouvelle équipe juste pour le soir en fait. Donc voilà. Après, c'est une équipe assez réduite parce que faire du burger, c'est pas non plus, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 15 cuistots. Après, on essaye d'apporter vraiment quelque chose de différent et de nouveau. Maintenant, on a 3 burgers, on a des entrées, des desserts, voilà. Mais non, ça s'est fait assez tranquillement. Voilà. Bon, ça se passe bien. Tu nous dis que le soir prend, et là, on arrive mi-octobre, bam, couvre-feu. Ah oui, pardon, avant de parler de ça, la place de la livraison. Cet été, tu as senti, livraison et click and collect, et takeaway, il y avait du monde au rendez-vous. Tu as senti une évolution ou ça avait plutôt tendance à stagner? Quand on a ouvert au mois de mai, oui, les services de livraison a explosé. Parce qu'on avait déjà une base de données, une base de clients assez fidèle. Donc ça a bien marché. Le click and collect, j'avais commencé à travailler sur le click and collect. Ça a bien marché pendant un mois, mais dès qu'il y a eu la réouverture, ça s'est complètement arrêté. Donc voilà. Et puis le takeaway, ça marche plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de bureaux dans le quartier. Après, le week-end, c'est pas un quartier extrêmement résidentiel, donc je fais 90% de livraison, quoi. Voilà. Okay. Donc non, mais c'est des chiffres qui restent quand même assez importants. Pendant les deux premières années, je faisais à peu près 20% de mon chiffre d'affaires sur les livraisons, parce que je trouvais un bon ratio. Je voulais pas faire plus que ça, parce que je veux pas dépendre des plateformes. Parce que si à un moment on fait 80% de son chiffre d'affaires et qu'ils lui disent maintenant la commission c'est plus ça, c'est 15% en plus, comment on fait? T'as l'air d'un con. T'as l'air d'un con, exactement. donc voilà, moi c'était toujours le petit complément quand il y a des matinées un peu calmes, mais bon, on fait la livraison en plus, et donc voilà. Et je sais plus où je voulais. C'est vrai que tu nous as embarqué là dans la livraison. Je sais même plus ce qu'était la question de départ. En tout cas, oui, j'ai beaucoup utilisé les plateformes. En tout cas, voilà. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien passé. Après, c'est vraiment une logistique complètement différente, quoi. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a, j'essaye d'enlever de la carte des produits qui voyagent moins bien que d'autres, quoi. Ok, j'aimerais qu'on fasse juste un petit focus sur la communication au sens large. Tu nous parlais d'Anna Polanski. Comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que c'est seulement comme une vitrine ou est-ce que ça te permet d'acquérir des clients? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi ou pas? Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Je pense que les réseaux sociaux sont très importants, surtout Instagram pour les restaurants. C'est pas Twitter? Malheureusement. Ah merde, putain, je pense. Donc voilà, donc on avait fait beaucoup de com au lancement de Echo. Vraiment avec un ton un peu décalé. On mettait pas forcément des photos de plats. On était vraiment sur l'ambiance Echo. On jouait surtout sur les couleurs très pop et un peu sur les années 70-80 à Los Angeles. Ma femme m'a énormément aidé là-dessus parce qu'elle a beaucoup de goût, en tout cas beaucoup plus que moi. Donc voilà, donc ça on a beaucoup utilisé Instagram. Je pense que je devrais l'utiliser plus que ce que je ne l'utilise. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal parce que j'ai pas forcément le temps, et ça prend énormément de temps en fait pour faire vraiment une très bonne com. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on l'a pas dit jusqu'à présent, mais aujourd'hui tu travailles, tu es fondateur d'Echo, mais tu es aussi opérationnel tous les jours. Tu es dans ton resto, tu fais des services, ce qui effectivement parfois ne peut pas trop matcher avec les 60 casquettes que tu dois porter sur la tête. Non, c'est sûr. Là aujourd'hui, oui, c'est vrai que je travaille au moins 4 jours par semaine en resto, et puis après derrière il y a toutes les factures, il y a tout le reste, le management, etc. Donc voilà, je l'utilise moins que je devrais l'utiliser. J'essaye de bosser là-dessus. Mais oui, ça reste un outil indispensable pour se développer. Donc je l'utilise surtout pour l'acquisition. Oui, pour l'acquisition client, c'est quand même indispensable. Voilà. Ok, ça nous amène du coup à aujourd'hui. Au moment où on est en train de tourner cette interview, on est pendant le 2e confinement à Paris. T'es dans quel état d'esprit, Mathias? Assez calme. J'étais un peu angoissé au début du deuxième confinement, parce qu'en plus les chiffres de vente étaient assez faibles.
Ou en tout cas, ils étaient stables par rapport à l'avant-confinement, ce que je comprenais pas du tout. Mais au bout d'une semaine, ça y est, ça a commencé un petit peu à décoller. Donc je reste assez serein. J'ai de la chance d'avoir, comme on l'a dit, des produits qui sont adaptés à la livraison, d'être sur un créneau où il n'y a pas forcément énormément d'offres sur Deliveroo et Uber Eats. Et puis là, depuis 3 jours, j'ai eu la chance d'avoir le buzz sur le classement du meilleur burger de Paris. Donc, et du coup, ça fuse niveau commande. C'est assez violent là. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc on doit s'ajuster, quoi. On doit s'ajuster. J'ai envie de te dire, c'est plutôt des bons problèmes. Ouais, c'est des bons problèmes. Non, je me plains pas. Je suis vraiment ravi. Ok, trop cool. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère que, quoi qu'il en soit, les choses vont aller de mieux en mieux pour toi, pour tes équipes. On arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette interview. J'ai 2 questions. La première, c'est une question qu'on pose à tous les invités du plateau, sur le plateau de Tomorrow Food. C'est si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi? Smash Burger, évidemment. Je crois que tu es la première personne de l'émission qui nous donne un truc qui n'est pas dégueulasse. Ok, d'accord, un smash burger, bah écoute, très cool. Et le deuxième point, c'est, écoute, on a un petit objectif chez Tomorrow Food. On essaye d'une manière ou d'une autre de faire venir Alain Ducasse sur ce plateau. C'est une mission qui est assez complexe, mais écoute, on perd pas espoir. Est-ce que si jamais le chef Alain Ducasse accepte de venir, tu serais d'accord pour nous livrer un smash burger pour qu'il le goûte? Avec grand plaisir. Trop cool. Il est en contact un peu avec Alexa Duchesne qui a fait le premier event chez moi, donc il y a peut-être que tu vas peut-être pouvoir nous aider, dis donc. Écoute Mathias, merci beaucoup, je te souhaite beaucoup de courage à toi, à toutes tes équipes, et je te dis à très bientôt autour d'un super smash burger et d'un bon vin nature merci chez beaucoup. Eco. À très vite. Très vite, ciao.